Razi Hidoussi conclut cette première partie en évoquant la situation économique très détériorée du milieu des années 80 et l'émergence de la crise de la dette comme sujet principal de préoccupation des autorités algériennes. Cette détérioration et cette aggravation de la situation économique va susciter des pressions extérieures sur le président Chadli et sur son entourage pour revoir la gestion de Abdelhamid Brahimi et amener l'Algérie à entrer en négociation avec le FMI. C'est au milieu des années 80 que Razi est appelé à la présidence et que commence une période qui va se caractériser par deux événements majeurs, les événements du 5 octobre 88 et l'avènement du gouvernement des réformes, de l'ouverture démocratique, qui sera interrompu à la mi-91 par un premier néo-putsch militaire qui sera confirmé le 11 janvier 92, l'Algérie entrant à partir de cette date dans une spirale désastreuse, catastrophique, et Razi va en parler, et va parler aussi de la situation actuelle que traverse le pays. Quelqu'un est venu me voir en me disant « Tu es convoqué à la présidence ». Dans notre culture, à l'époque, d'ailleurs, la présidence était pire que le premier ministère. On ne connaissait pas Chadli et les rumeurs n'étaient pas du tout favorables. Enfin, j'ai été à cette réunion et c'est là où on m'a dit le président a décidé d'avoir sa propre équipe à la présidence et non pas au gouvernement, ce qui était un phénomène assez peu constitutionnel. Et il a décidé que tu allais t'occuper d'économie. Bon, évidemment, la question c'était pourquoi et qui. Je ne comprenais pas. J'avais pas du tout envie de le faire, ne connaissant pas le président. Mais je n'avais pas le choix. On m'a dit, vous êtes nommé, on ne va pas lui dire qu'on n'accepte pas. En fait, c'était presque une menace. Si vous partez, eh bien, c'est très mauvais pour vous. Bon, j'ai accepté, en discutant rapidement, d'ailleurs avec mon père, j'ai accepté avec l'idée, à l'époque, hélas, c'était qu'il ne me restait plus que 6 mois pour avoir la retraite. Donc, dans le phénomène algérien, j'étais avantagé dès le premier jour et à cet âge-là, j'étais presque 40 ans, j'atteignais l'âge de la retraite. Je me suis dit, bon, je vais aller à la retraite tranquillement, pas dans un scandale. Voilà, en gros. Je suis arrivé à la présidence et les premières discussions que j'ai eues avec le président étaient des discussions de quelqu'un de normal. Il ne m'a pas dit ce que je devais faire. Il m'a dit que je devais être indépendant du gouvernement. Il tenait à ce que je sois libre et indépendant. Et il m'a dit qu'il avait beaucoup de problèmes. Essentiellement, d'ailleurs, c'était lui, essentiellement dans l'agriculture. Et en fait, les réformes vont commencer à plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est l'étape agricole. On s'est dit, ces comités de gestion, il faut en terminer. Il y avait un syndicat agricole qui était très dynamique, connu, mais complètement marginalisé. Et on avait appelé le directeur, le responsable du syndicat, qui était quelqu'un d'extrêmement compétent, qui n'était pas un technicien, mais qui avait une compétence politique et une connaissance de l'Algérie très intéressante. Et on lui a dit, écoutez, nous, on veut un débat. Alors, les premières idées des réformes, pour que les gens comprennent pourquoi ça a marché, cette affaire, c'est parce qu'on n'a rien fait d'autre que du débat. Quand on appelait les gens, on leur dit, vous, il nous semble, on vous nous a dit que vous êtes compétents, on veut discuter avec vous. Et en fait, c'est ce qu'on a fait, on a discuté avec les paysans, et ça a donné, au bout d'1 an, je crois, ça a donné la réforme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le retour de la terre à des paysans avec des limites. Il y avait le retour de la terre qui devait être accompagné ensuite par d'autres mesures financières, judiciaires, etc.
Mais on n'avait pas le temps. L'essentiel, c'était cette opération. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle a eu du succès. Et elle a eu du succès parce que tout le monde l'a partagé. Tous les paysans l'ont partagé. Et ça, c'est très important si quelqu'un veut parler demain de l'Algérie, si on ne fait pas le débat. Et si on ne le fait pas avec tout le monde, ce n'est même pas la peine d'y aller. Ceci a montré de façon spectaculaire, parce que sur toutes les surfaces algériennes, il y a eu, autant que je me souvienne, une dizaine de litiges. Une dizaine de litiges sur des millions de paysans. Ce qui montre la capacité des gens à discuter et à trouver des solutions. Donc voilà, cette affaire de paysans a créé une confiance entre nous et le président de la République. Et on est passé à une deuxième phase, c'était celle des entreprises, les fameuses sociétés nationales dont on a parlé tout à l'heure dans la période de planification et de médias. Et là aussi, on n'est pas des gens intelligents, on ne connaît pas les sociétés mieux qu'ailleurs. Ce qu'on avait fait, c'était d'appeler les fonctionnaires qui travaillaient dans ces entreprises. On les a appelés, on leur a dit, on débat, c'est la même chose. On discute, quels sont vos problèmes? Ils ont des problèmes financiers, des problèmes commerciaux, des problèmes de déficit, des problèmes de formation, des problèmes de travail, de loi du travail. Eh bien, on débat. On débat de vos questions. On a commencé à débattre des questions des entreprises. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Ça a duré 3 ou 4 ans. Ça a donné peu de résultats, mais déjà des résultats, c'est-à-dire les gens étaient connus. Le service des réformes qui était à 5 personnes est devenu un service d'une centaine de personnes. C'est-à-dire tous les gens qui ont travaillé, non compris l'agriculture, qui ont travaillé sur les entreprises. Ce qui déjà fait une partie intéressante de la fonction publique indépendante. Je souligne, on n'avait plus des cadres qui avaient peur d'une hiérarchie. C'était des gens qui étaient donc couverts par le président de la République et qui n'avaient pas peur de la hiérarchie et des militaires. Ça ne les a pas poussés à casser les bureaux, mais ça les a poussés quand même à dire librement ce qu'ils pensaient. Et le dire librement, ça a mis 2 ou 3 ans de débat. C'était compliqué. C'était compliqué. Les Algériens avaient des lourdes traditions de totalitarisme. Hiérarchique. De grandes habitudes hiérarchiques. Ils y avaient un traumatisme de la police politique. Ce que, entre parenthèses, on découvre, c'est que les entreprises étaient encadrées par la police politique et les cadres avaient peur de la police politique parce que si ça allait mal, ils allaient en prison. Et on trouvait des cadres qui avaient bien envie de travailler mais qui avaient peur. Ça, c'est une chose qui a duré assez longtemps. Vous avez un cadre extrêmement compétent qui est capable de gérer des barrages qui se construisent ou de gérer une société de commerce, mais qui a peur. Et qui dit « j'ai peur, je ne le fais pas ». Donc ça a duré un peu 3 ans et ça a eu 2 conséquences. La première, c'est que sans liberté, sans suppression de la police politique, ça ne va pas marcher dans le secteur industriel et commercial. C'est donc l'époque où il y avait dans chaque entreprise publique un attaché de sécurité préventive, un ASP, qui était le représentant de la sécurité militaire, de la police politique, qui était une sorte d'observateur surveillant, censeur de la gestion. Surveillant et censeur, et rentier. Évidemment. Voilà. Mais la question était simple, le directeur arrivait, il disait « j'ai peur ». Je veux bien vous dire, moi, comment je dois travailler, mais attention, j'ai peur. J'ai peur sur le plan commercial. Si j'attaque le rente, si j'attaque les vols, on va m'envoyer en prison. C'était concret. C'est pas comme on dira après. Ça a été difficile parce qu'il fallait garantir une chose qui n'avait pas de loi. La police politique n'a pas de loi. Dans ce pays, l'armée n'a pas de loi et la police politique n'a pas de loi. Donc,
on ne peut pas agir juridiquement sur eux. La seule action sur eux est une action politique patiente des gens, que les gens connaissent très bien. Mais enfin, ça a permis à une centaine d'être libres, ce qui était déjà beaucoup, de ne pas avoir peur, de dire ce qu'ils pensaient. Donc le groupe initial des réformes... Voilà. Le groupe est un groupe de 100 personnes, et je dois le dire, c'est pas un groupe de 10 personnes. C'est un groupe de C'est 5 cadres. personnes, ni de moi et de quelques-uns. C'est un groupe d'une centaine de personnes, non compris l'agriculture, qui est aussi un groupe d'une quinzaine d'autres personnes. Donc on est... Et j'oublie, parce que quand on a parlé des secteurs publics, il y avait les banques. Il fallait bien aussi que les banques soient là, c'était très important, parce que pour le commerce, et à un moment où il y avait la dette, il fallait que les banques soient là. Est-ce que vous êtes... Parce que l'essentiel pour les entreprises, c'est de penser que la banque ne travaille pas pour eux. Ce qui est normal, ce qui arrive même ici à tout le monde. Mais il fallait mettre ensemble les gens pour faire expliquer et débattre entre eux qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. C'était un moment d'ailleurs assez difficile, parce que pour les banques, il y avait une partie qui jouait le jeu et une partie qui refusait de jouer le jeu. On voyait bien que dans l'organisation, les banques et le système financier étaient un noyau dur du totalitarisme. Là, on rentre dans un niveau où on est très proche du pouvoir. Et on avait des banques qui disaient non, mais qu'est-ce qui vous prend? Qui êtes-vous? Même si vous êtes la présidence, nous, on a nos adresses, ce n'est pas vous. Et on avait des banques qui disaient oui, on joue le jeu. Alors, ça joue un peu. Je ne cite pas les noms, on les connaît. Mais il faudrait. On est très noms. La Banque nationale, l'ancienne banque de Théman, dans le DG à l'époque, était quelqu'un de mon quartier d'ailleurs. Bon, elle a joué le jeu. Elle a dit, je joue le jeu. Voilà, je joue le jeu. Là-dedans, évidemment, il y a eu le problème de la dette. Et dans le problème de la dette, pour le gérer, on le gère avec les étrangers. On ne le gère pas en Algérie. Le gérer avec les étrangers, ça veut dire qu'on doit être certain qu'on a affaire à des cadres qui savent contrôler, c'est compliqué, la relation avec l'extérieur, qui savent contrôler physiquement ce qu'est le colonialisme, ce qu'est le FMI, ce qu'est la domination, parce que c'est par les banques que ça passe, que c'est la domination du pays sur l'économie. Et évidemment, c'est les banquiers qui ont dit « vous nommez Monsieur X » et pas Monsieur Y. D'ailleurs, c'était Bendera qui a été nommé, que je ne connaissais pas du tout. Et qui est venu parce que la Banque nationale a dit c'est lui qui connaît. Parce que c'est lui qui connaissait mieux l'extérieur. Et ce sont des choses qui ont été faites, là encore une fois, dans un débat. C'est-à-dire on n'a pas dit vous faites comme ça ou vous faites comme ça. Vous nous expliquez comment vous faites. Donc en un mot, Sirazi, ce que vous nous dites, c'est que les réformes n'était pas une décision qui venait d'en haut, c'était une somme de contributions d'opérateurs économiques, de banquiers, d'entrepreneurs, de cadres. Tels qu'on les connaît, d'Algériens tels qu'on les connaît. Qui activaient au niveau quotidien dans leurs entreprises, leurs banques. Tout à fait. Les réformes, c'est toujours dire, il y a deux mots qui venaient peut-être de nous, qui venaient peut-être de notre expérience. C'est pour ça qu'on revient à l'expérience de l'enfance, qui dit le débat. Dans l'enfance, on avait appris le débat. Donc les gens se réunissent et ils débattent, ils discutent entre eux, et ils se chargent eux-mêmes des travaux, qui disent la liberté. C'était important. Voilà les deux termes qui ont fait que les réformes ont existé. Ce ne sont pas, et j'en profite pour en parler, ce n'est pas une opération technique, c'est une opération énormément politique. C'était le débat est politique et la liberté est politique. Et tous les cadres qui sont venus, de quelque niveau que ce soit, quelles que soient leurs différences, et elles étaient énormes. Sauf le problème de la peur, qui est aussi un problème politique. Tous ces gens-là ont travaillé dans un débat extrêmement libre et extrêmement ouvert. Ça a donné deux résultats petits, pas grands.
Le premier, d'abord, c'est qu'on avait un encadrement. On avait un réseau, comme on dit aujourd'hui. Un réseau de plus de centaines de personnes. Ouvert aussi sur l'étranger. Parce que l'étranger commençait à le découvrir. Et on avait aussi un certain intérêt pour les réformes. Le président de la République, qui ne connaissait que 3 militaires et 2 civils, oui, mais c'était comme ça dans le système hiérarchique, s'est mis à connaître une centaine de personnes. Il parlait avec eux, on faisait des séminaires d'ailleurs, il parlait avec eux, il voyait des gens normaux qui lui parlaient, des ingénieurs. Ça a créé une dynamique, c'est-à-dire la confiance vient d'un côté, puis elle se partage de l'autre côté, mais elle est venue des gens. Voilà un peu ce que c'est que les réformes. C'était comme ça, avec la dette qui n'était pas réglée, c'était effrayant. Il y avait un durcissement des attitudes, essentiellement françaises d'ailleurs, mais aussi des États-Unis, énorme. Qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces ploucs qui veulent ne pas nous rembourser au prix qu'on leur dit et qui veulent ne pas acheter les produits qu'on leur dit d'acheter. En gros, c'est ça le problème. Et ça a été méchant. Méchant de mon point de vue, je m'excuse, on n'avait pas un sou. Donc les caisses étaient vides. Oui, le service de la dette à l'époque. On prenait ça, le service était 100%. 100% des revenus du pays. 98% allaient au remboursement. Au remboursement des crédits. Et quand on le disait, écoutez, est-ce qu'on peut le descendre à 70% ou est-ce qu'on peut le mettre 10 ans au lieu de mettre 3 ans on avait 2 types de relations, c'est comme ça. La première, c'est de dire oui, on accepte à la limite si vous devenez nos valets. Voilà, vous achetez ce qu'on vous dit d'acheter, au prix qu'on vous dit d'acheter, et vous faites les lois qu'on vous dit de faire chez vous, dans votre souveraineté nationale. Voilà, en gros, c'était ça. C'était ça le débat. Et il fallait s'en sortir. Bon, je ne rentrerai pas très longtemps la dette, on peut en faire toute une journée là-dessus. C'est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans une situation impérialiste tendue. Bon, mais ça a commencé à marcher. Ce qui a marché, c'est que les gens ont commencé à écouter. On a vu des vendeurs de sucre de Paris qui écrivaient au président de la République, qui venaient me dire, regardez, j'ai reçu. Et c'est terrible, il faut voir ce que c'est la politique à cette époque. Comment un président de la République peut être mis dans une situation où il reçoit des textes de gens qui l'engueulent pour la vente de sucre. Des traders. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que cette souveraineté? Je me souviens, bon, il ne comprenait pas très bien. Il m'a envoyé le mail, je lui ai dit, mais vous imaginez, la lettre. Vous imaginez où vous êtes. J'en ai fait une affaire publique. D'ailleurs, elle était sortie dans les journaux à l'époque. C'était pas contre la personne, c'était pour dire ça suffit, c'est plus la peine. C'est la première phase des réformes, Shirazi, donc qui va aller jusqu'en 88 en fait. Je crois que le gouvernement d'abord était extrêmement énervé par nous. On a pris ces cadres et ils travaillaient pour nous, ils ne travaillaient pas pour l'État. Pour le gouvernement. Ça a créé un gouvernement des situations tendues, extrêmement tendues. Deuxièmement, ils ont eu le sentiment qu'ils étaient marginalisés. Toute l'importance qu'ils avaient en tant qu'État était marginalisée parce que les gens travaillaient sur le dossier à côté d'eux. Il y a eu donc un énervement énorme. Un énervement surtout au ministère des Finances. Oui. Et cet énervement s'est traduit par des perturbations dans les systèmes financiers, dans la distribution de l'argent, dans le fonctionnement des banques, de la caisse d'épargne. En tout cas, la situation était tendue. Et je crois que c'est à partir de là, de difficultés de fonctionnement et de menaces qui sont sorties dans la rue et qui sont venues du gouvernement pour dire vous n'allez plus avoir d'argent. On va vous arrêter et votre argent ne vaut rien. Et je crois que c'est à partir de là qu'un jour, on a vu des jeunes sortir. Le 5 octobre 88. Tout simplement, ces émeutes, des gens sortir dans la rue. Bon.
Nous, on n'était pas concernés parce qu'on était le groupe des réformes, on n'était pas les politiques. Les politiques se sont réunis tout de suite devant nous, parce qu'on était à la présidence, se sont réunis devant nous. Les militaires, essentiellement, sont venus d'un coup, qui étaient tranquilles dans les casernes, d'un coup sont venus, c'était les chefs. Le Premier ministre, qui était marginalisé dans un coin, et la rue est sortie. C'était quand même une insurrection populaire. Les jeunes, tout de suite, ont été suivis par les petits commerces, par les marchands de légumes, par tout le secteur du commerce informel, dans la rue. La police ne faisait rien, n'avait pas d'ordre et ne recevait rien. Je pense qu'il y avait aussi là des disputes à l'intérieur du gouvernement. Puis toujours est-il qu'au bout de 3 jours, le pays était en insurrection. Et au bout de 3 jours, le président a été sommé de faire une déclaration. Oui, celle du 10 octobre. Voilà. Et je me souviens, on était assis dans un coin et on l'apprend par les secrétariats. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de rapport, il n'y a aucun rapport politique. Ils se réunissaient tout seuls. Et on a appris par les secrétariats que l'armée a fait au président une proposition de, comment on appelle ça, de répression, d'état de siège et de répression de la population. Il y avait déjà plusieurs centaines de morts oui, il y avait déjà... entre le 5 et le 10 octobre. Il y avait déjà tous les gens qui ont été arrêtés par la police politique. Ont été torturés. Qui étaient torturés du côté du Club des Pins, là-bas, du côté de différent. Moretti, voilà, de ce coin-là. Mais c'était des centaines. Oui. Mais là, on va sortir, on va massacrer tout le monde. En fin de compte, c'était ça. Et c'était au président à le dire. Alors, je ne sais pas, vous savez, la vie, c'est des accidents. Le président a dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les réformes? Pourquoi? On était tout à fait à côté. D'ailleurs, nous, on était prêts à partir, parce qu'on a compris que c'était un coup d'État qui se préparait. Il nous a dit, qu'est-ce que vous pensez? Et je me souviens, j'avais écrit 3 pages pour dire la solution, c'est de laisser tomber ce régime, en fin de compte. De promettre aux gens qu'on quitte ce régime, d'aller, à l'époque c'était le multipartisme, d'aller à la liberté d'expression, c'était le minimum. Bon, j'ai envoyé ce papier, c'était un papier de fonctionnaire au président de la République, et on avait attendu, vers 2h de l'après-midi, on voit le président parler à la télévision en racontant notre discours. En annonçant l'ouverture... Et pas notre discours. Voilà. L'ouverture démocratique. Voilà, le 5 octobre, comment ça s'est passé. Et d'un coup, évidemment, toutes ces insurrections, tous ces mal élevés, tous ces dangereux personnages sont rentrés à la maison. Tous ces partis politiques sont rentrés à la maison. On tire les conclusions qu'on veut, mais ça, c'est la réalité. Oui. Ils n'ont plus cassé une seule vitrine. Ils n'ont plus frappé une seule personne. Ils n'ont plus menacé un seul militaire. Ils sont rentrés à la maison, ils étaient contents. On leur a dit, vous allez être libres et vous allez avoir le multipartisme. Ils sont rentrés à la maison. Voilà un peu le 5 octobre, comment il s'est passé. Il est venu dans un accident où les réformes existaient, pouvaient s'arrêter. On leur a demandé un avis qui a été donné et la mécanique est marchée. Et en fait, avec ça, on arrive... non, on n'arrive pas. Il se passe encore presque une année. Bon, on était reconnus politiquement, c'était clair. La haine, c'était une reconnaissance de haine. Tous ceux qui avaient préparé le coup d'État étaient là en train de regarder qu'est-ce que c'est que ces mecs qui nous ont empêchés de faire le coup d'État. Ça, c'était pas prévu. Hein, le système ne l'a jamais eu comme une manifestation de résistance. Bon, pendant 1 an, ils ont quand même essayé de gérer avec le président dans un accord entre le président et les militaires. Ils ont choisi un premier ministre, Qasdi Merbah, Allah yarhamou,
qui devait faire une transition où eux en profitent. C'est pas nous. On dira qu'on a été contre Hasdi Benbah, c'était normal, parce que c'était contre les réformateurs. Ouais. Ça a été une telle catastrophe au bout d'un an. Une impasse. Une telle catastrophe au bout d'un an que nous, on n'avait plus rien à faire. On a fait un rapport au président en disant on est au mois de septembre, on est au mois d'août, on quitte en bloc tout le groupe des réformes. On a dit on quitte. On s'en va, voici notre rapport sur la situation. Rapport final, oui. Tant qu'il y a ça, malgré les élections, malgré le multipartisme, tant qu'il y a le fond du problème, à savoir une direction militaire du pays, ce n'est pas la peine, nous on rentre à la maison. Et la réponse a été une semaine après, j'étais à Constantine, d'ailleurs je suis au repos, et une semaine d'après, c'était au téléphone le chef du parti de l'époque, notre ami, le chef du... Ah, c'est Abdelhamid Mahdi. C'est Abdelhamid Mahdi qui m'appelle au téléphone et qui me dit tu viens parce que... Oui, le nouveau chef on du parti. t'appelle. Non, il ne m'a pas dit ça, il m'a dit tu viens parce que tu dois voir le président. Bon, on y va et là on apprend qu'on est un gouvernement. Qu'il nous a confié, au bout d'un an d'échec, carrément, c'est-à-dire la logique, il faut la comprendre, elle est passée des réformes à la politisation des réformes, ensuite au gouvernement des réformes. Voilà. Et donc, on a formé le gouvernement des réformes qui est connu. Bon, je peux dire un mot, juste pour terminer. Quand on a formé ce gouvernement, on avait, rappelez-vous, une centaine de cadres. Là, il fallait les distribuer, c'était normal. C'est ceux-là qu'on connaissait et ceux-là qui ont travaillé pour les réformes. C'était normal qu'on les distribue, quelles que soient leurs opinions. Les gens ont dit, vous avez distribué, on a distribué des gens, quelles que soient les opinions. On verra après, au bout de 6 mois, que ce n'était pas les mêmes. On les a distribués un peu partout, surtout dans le secteur social, la santé, l'éducation, le travail. On n'avait pas de sous, mais pour l'étranger, c'était important. On était devenus les méchantes bêtes qui parlaient méchamment un petit peu, sont devenus l'État. Et donc, ça devenait quelque chose qui était un peu plus écouté, essentiellement en France. Bon, le gouvernement était un gouvernement un peu rapproché. C'est vrai, on était quelques-uns des vieux réformateurs. C'est toujours le drame de ces mouvements démocratiques, c'est qu'il y a toujours les vieux et les nouveaux. Voilà. C'est vrai qu'il y avait le groupe des vieux réformateurs et le groupe des nouveaux réformateurs. C'est pas les mêmes, c'est pas le même travail et c'est pas la même vitesse d'exécution. Bon, tout le monde le sait, j'ai pris l'économie, j'ai essayé de réduire la partie, mais je ne la réduisais pas beaucoup parce que l'argent, c'est difficilement... Très difficile. On ne peut pas le couper. On ne peut pas le couper. Et on avait 2 grands problèmes. 2. Un, une opinion publique qui disait c'est plus facile de choisir un gouvernement islamiste. Lui, il nous donne ce qu'on veut tout de suite. Ces gens-là, on ne les connaît pas très bien. D'ailleurs, c'est des cadres. Hein. Ils ont des têtes un peu de cadres. Et puis, deuxièmement, il ne vient pas, ça veut dire des quartiers populaires, hein, c'est ça. Et puis, deuxièmement, il demande du temps. Et nous, on n'a pas de temps. Quand on est dans les villes pauvres, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. Donc, on va choisir ces gens-là. Ces gens-là, on les connaissait. On va nous le reprocher, ouais. Voilà. On les connaissait pourquoi? Parce que la plupart des bons fonctionnaires viennent de ce mouvement. Et ça aussi, c'est comme ça. Les gens qui ont travaillé, qui travaillaient à l'époque, quand on faisait un examen, c'est eux qui passaient. Voilà, quand on a commencé au ministère des Finances, je me souviens, c'est beaucoup de cadres, des cadres des impôts, c'est énorme.
les cadres du foncier, c'est énorme. Ben, on a fait les examens, c'est eux qui ont réussi, on n'y peut rien. Bon, bien sûr, on nous l'a reproché comme une opération malveillante. Alors là, tout est reproché, hein. Tout ce qu'on fait est reproché, Oui, parce critiqué, que... oui. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui se sont imposés? Ce n'est pas possible. Voilà, ça, c'est une opinion générale de tous les cadres qui ont suivi le système ancien, qui ne voulaient pas changer. Dans leur tête, ils ne voulaient pas changer. C'était bon, ils avaient des privilèges, ils ne voulaient pas les changer. Et de tout ce qu'on appelait le FLN classique et de l'armée. Bon, on a dit nous, on doit expliquer aux islamistes qu'on a raison. Il ne s'agit pas seulement de faire la prière, il s'agit de faire une politique. Donc il faut faire une politique, et voici la politique. S'ils ont une politique différente, meilleure, qu'ils la proposent. Les islamistes se sont coupés en deux au bout de quelques mois. On a fait les élections communales, on nous les a reprochées. Comment faire des élections communales alors que vous savez qu'ils ont gagné? En 1990. Voilà, on le fait parce qu'on est pour la liberté. Et les élections communales n'ont pas été, comme on le pense, un succès pour le fils, ça a été une défaite pour la direction du fils. Parce que nommer dans un gouvernement et leur donner un budget aux collectivités locales qu'ils ne savent pas gérer, c'est eux qui prennent devant les gens. Dans le public, ont démontré qu'ils n'avaient pas une politique économique, sociale, et que c'était ça qui était important. D'être musulman, c'est ça qui est important. Ce n'est pas de dire seulement d'aller à la prière et de s'habiller de certaines manières. En fait, c'est un premier débat qui était difficile, mais qui était pacifique. On n'a jamais dit vous ne sortez pas, vous ne manifestez pas. Ils se promenaient dans la rue tous les jours, ce n'était pas un problème. Il fallait accepter dans cette transition une insurrection pacifique, il fallait accepter que les gens comprennent petit à petit ce qui se passe, ce qui n'est pas facile. Mais on avait un autre problème. Le problème de la corruption et le problème de l'armée. Intrinsèquement liés. Ben, ça, c'est le gouvernement qui a duré 1 an et demi, je crois. Et dans ce gouvernement, on était sans pitié pour la corruption. Pourquoi? Parce qu'on négociait la dette. On ne peut pas quand même demander aux gens de négocier avec nous une dette alors qu'on vole de l'argent. C'est pas possible. Voilà. On a eu ce sale métier qui consistait à dire l'argent du trésor revient au trésor et personne ne le touche. En gros, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est toute la réforme monétaire qu'on fera après et qui consistait à remettre dans les fonds publics tout l'argent, petit à petit, tout l'argent des gens. Ça a été très dur pour les gens de la corruption. Ça a été Moi, je m'en souviens, c'est quand même, on ne pouvait même pas me regarder, quoi. C'est à partir de ce moment-là où il y a eu les premières campagnes de presse contre le gouvernement des réformes. C'est à partir de ce moment-là où on a créé les journaux fameux contre nous, parce que là aussi, la presse s'est divisée. Une partie était d'accord avec nous, trouvait que c'était bien quand même. On leur avait garanti les salaires, ça c'est l'organisation du travail. On leur disait d'insulter, mais ils n'avaient pas la plume pour insulter beaucoup, quoi. Voilà. Ils insultaient un petit peu, mais pas beaucoup. Et ils ont créé... Ils avaient aussi peur. C'était le même problème. Attention, ils les menacent. Donc on a créé des journaux. Pour la première fois, on dit, puisque ces gens-là ont libéré, on va créer nos journaux. Et c'est les premières campagnes. On a créé les premiers journaux de campagne contre les réformes. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et puis ça a pris très vite des proportions inespérées. Dans les réformes, ensuite c'est comme ça, moi. Pourquoi moi et pas d'autres, j'en sais rien. Ce qui est plus difficile, c'est quand il y a eu l'Irak. Il y a eu la guerre d'Irak. La première guerre d'Irak. Il y a eu les manifestations du fils qui disaient, si on nous donnait des armes, on va aller battre les Américains, enfin on va les battre, on va les faire la guerre. Et à ce moment-là,
on était en réunion avec le Premier ministre. Oui. Et j'ai dit, Oui. avec Mohamed Hamrouche, et j'ai dit deux choses. J'ai dit, ça suffit avec l'armée, on ne peut pas continuer. Il m'a dit, comment on va faire? J'ai dit, ils vont aller à l'Assemblée défendre leur budget. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ont un budget qu'ils ne défendent pas? Au moins qu'ils aient le courage d'aller défendre leur budget. Il me dit, comment faire? Je dis, ils sont soumis à l'ordre. Et pour une fois, l'armée n'est pas exceptionnelle c'est important, dans la Constitution. Elle descend à l'Assemblée. Ce n'était pas grand-chose, ce n'est pas une révolution. Mais elle rend des comptes pour la première fois. Pour la première fois, ils vont mettre un costume et descendre. Et deuxièmement, pour les manifestations du fils, ils rendent compte au ministre de l'Intérieur, c'est pas eux. Parce que le fils allait au ministère de la Défense. Oui. Et le ministère de la Défense, c'est des détails importants. Prenez la décision de dire « je vais réagir ». Et on lui a dit « non, c'est le ministre de l'Intérieur qui réagit ». Et je me souviens, le chef de la Défense me dit « mais comment je fais ?» Je dis « tu descends dans le bureau, comme n'importe quel préfet, tu écoutes ce que te dit le ministre de l'Intérieur et tu fais ce qu'il te dit. Et si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à faire autre chose. » Là, en gros. Bon, là, c'est la guerre qui a commencé. Il n'y avait plus rien à négocier. Le responsable de la défense à l'époque, c'était Khaled Nezar. Khaled Nezar et Toufir, ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble. Voilà. Le général Toufir de la... Ils marchaient à deux, ils sont venus à deux, un jeudi matin. On leur a dit ça tous les deux. Ils sont sortis, blêmes, mais blêmes. Parce qu'on leur a dit, vous êtes des civils, en fait. Oui, vous dépendez des autorités civiles. Depuis ce jour-là a commencé la guerre. Une vraie guerre. Elle a duré depuis la date de l'Irak jusqu'à la fin, jusqu'à décembre, janvier, mais c'était la guerre. Ils avaient fait le fameux rapport pour dire qu'est-ce qu'il doit faire de l'Algérie, c'est-à-dire ils ont poussé le président à lui dire on fait autre chose. Nous avons jeté de ce rapport en disant il est illégal. Bon, et à mon avis, il n'y avait plus une autre solution que de trouver la faille pour nous mettre dehors. Et la faille, c'était la grève générale du fils. Comment s'achève la mission du gouvernement des réformes? Eh bien, après la grève, pendant la grève, ça a été une bagarre quand même. Pendant la grève, on a dit que c'était pas grave, que le fils allait s'arrêter, vous n'avez pas d'autre solution. On ne nous a pas cru. Le président n'avait pas été suivi le président n'écoutait plus, en fait. Le président, je l'ai vu un mois avant, pendant la grève. On s'est vu à Oran, lors du passage de Hassan II, et on est revenu en avion ensemble. Et dans l'avion, il m'a dit des choses terribles. Il m'a dit, je ne suis plus d'accord avec Hamrouche, il faut qu'on le change. Moi, quand même, qui était le copain serré de Hamrouche à l'époque. Mais je lui dis, vous avez, je me souviens, si vous le faites, c'est que vous choisissez le mauvais cheval et que le prochain, c'est vous. Ça s'est passé dans l'avion. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui... Bon, on a quitté l'avion, donc la grève continuait. Je n'avais qu'une idée en tête. Il y en avait beaucoup, je ne vais pas toutes les reprendre. Mais je n'avais qu'une idée en tête, c'était que qu'on montre que le fils n'était pas dangereux. Hein? Et que on était capable de régler le problème. Après, on pouvait rentrer chez nous. D'ailleurs, on a fait une réunion avec Hamrouche en disant on fait ça et on rentre chez nous. Et je me souviens, c'était fini le fils, il n'avait plus rien, il s'était fatigué. Les gens commençaient à comprendre que ça allait mal, que la direction du fils allait trop loin dans ses excès. Nous avons appelé le patron de la... C'est le moment d'en parler peut-être, de la télévision à l'époque, qui était un ami. Abdou Bey. Abdou Bey, nous l'avons appelé, moi je l'ai appelé au téléphone, et je lui ai dit, écoute, tu feras la déclaration que c'est terminé le fils. Il m'a dit, mais j'ai rien compris. Je dis, tu dis que c'est terminé, tu auras l'explication après. En fait, c'était, Chedli venait d'appeler Hamrouche pour lui dire,
je vais mettre fin au gouvernement et je vais faire l'état de siège. Donc, moi, comment dire aux gens qu'on avait raison? C'était quel jour, le 3 ou le 4 le 3 juin ou 4, le 3 ou 4 juin 91. J'ai appelé Abdou Bey, je lui ai dit, tu fais l'annonce que c'est terminé. Bon, voilà comment ça s'est terminé. Donc, l'état de siège, c'est l'état de siège. Pour Vous ce êtes qui au me palais du concerne, gouvernement. Vous êtes au palais du j'ai gouvernement. quitté le gouvernement. J'ai fait 2 déclarations à la presse qui étaient très mal vues. Oui, parce qu'il disait qu'il y aura encore des élections. Et j'ai fait 2 déclarations à la presse. J'ai dit, ça ne fait rien, nous on est partis, mais vous aurez le raz-de-marée du fils. Voilà. Et ça a été mal vu, je ne sais pas pourquoi. 2 jours après, je crois, ou 3 jours après, le président m'a appelé et il m'a dit une chose que je ne comprends pas jusqu'à ce jour. Je ne peux plus te défendre. Et il m'a dit, tu vas te débrouiller, je ne peux plus te défendre. Est-ce que tu veux que je te nomme quelque part? Bon, j'ai compris qu'il n'avait plus de pouvoir. En fin de compte, que ce n'était que formel. Bon, j'ai fait mon billet de là-bas, de la présidence. J'ai pris mon passeport de là-bas, de la présidence, et je suis parti. Et pour partir, j'avais très peur, parce que j'avais compris. J'avais compris que c'était ma tête qui était recherchée. Pour me défendre, j'ai dit à l'Arab Belkhir de m'accompagner à l'aéroport. L'Arab Belkhir, qui était le chef de cabinet voilà, du président de la République. Qui était le chef de la préparation du nouveau truc, de ce qu'on appellera après les janvieristes. Il m'a accompagné à l'avion. Est-ce qu'il avait envie? Il n'avait pas envie. Il était obligé de m'accompagner à l'avion. Et depuis ce jour-là, je ne suis pas revenu. L'exil a commencé donc? C'était en juin, juillet, juin. Juin 91. Voilà.